Bonjour à tous, ici Caroline de Green Liber Dress, cabinet de sourcing en textile innovant, et je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter un tout nouveau format de vidéo sur la chaîne, dédié justement à inspirer les jeunes ou les gens en reconversion professionnelle pour découvrir les nouveaux métiers inspirants, connus, peu connus dans l'univers du textile. Et j'accueille aujourd'hui Loïc, notre invité du jour. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors Loïc, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Merci de me recevoir, Caroline. Alors, je suis Loïc de Brabander et je suis le cofondateur de Vexskin. Alors, Vexskin, c'est quoi ? Vexskin, c'est une alternative végétale et 100% biosourcée au cuir que nous développons sans plastique et sans pétrochimie. Oh, super. Est-ce que tu pourrais brièvement te présenter, nous dire un peu qui tu es et quel est ton parcours ? Pour me présenter très brièvement, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 enfants. J'ai un parcours un petit peu atypique par rapport au métier que je fais aujourd'hui, puisque je viens plutôt du commerce et je suis aujourd'hui vraiment dans l'innovation. Donc on fera, je pense, le plaisir de détailler tout ça. Super, oui. Donc en fait, là, aujourd'hui, le métier que tu fais, finalement, n'a rien à voir avec ce à quoi tu te prédestinais quand tu as fait tes études. Absolument pas. Je ne l'imaginais pas un centième de seconde. Du coup, aujourd'hui, le fait que tu aies un parcours un peu atypique, comme tu l'as dit, donc est-ce que tu penses que c'est une force pour toi aujourd'hui ? Oui, ça a été un frein sur certains sujets pour trouver de l'accompagnement R&D, etc. En revanche, c'est aussi ce qui nous a permis d'être innovants et c'est ce qui nous a permis de sortir des cases de recherche habituelles. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de détenir un brevet sur quelque chose qui nous paraissait inatteignable il y a encore quelques années. Waouh, super intéressant. Alors, tu dis que là, aujourd'hui, tu as une matière, tu as créé un brevet. Et en fait, au départ, ton parcours, finalement, tes premiers métiers, quels étaient-ils ? Eh bien, moi, je suis issu du commerce. J'ai fait pas mal de choses, de l'immobilier, j'ai vendu de la papeterie, des stylos, et j'ai même vendu de l'affichage dynamique, des choses qui n'ont absolument rien à voir avec le textile ou les alternatives au cuir. Ah oui, en effet, totalement rien à voir. Et qu'est-ce qui, finalement, a fait que tu aies eu un déclic ? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es le cofondateur de Vexskin ? Alors, je dis souvent en rigolant que c'est de la faute de mon épouse, c'est surtout grâce à elle. C'est elle qui a été un peu visionnaire sur le sujet et qui m'a challengé là-dessus, sur le fait de trouver une alternative végétale. Et c'est vrai que quand on cherchait quelque chose, on s'est rendu compte que tout ce qui nous entourait était composé de plastique. Et pour nous, c'était complètement inconcevable de remplacer une problématique par une autre. Donc on a décidé de le faire nous-mêmes et de le faire avec les moyens qu'on avait, justement, sans connaissance des choses. Et oui, c'est une vraie force. Ok, super. Et aujourd'hui, dans ton métier, donc là, si je fais un focus vraiment sur toi, sur ce que tu fais, sur ton quotidien, au sein de voilà, une entreprise, un univers et un métier que tu as créé, qu'est-ce que tu préfères faire ? Tout sauf la compta. Comme tout le monde, je crois. Non, certains s'éclatent en faisant ça. Mais non, c'est le côté créatif, le côté de se réinventer et que tous les jours, on recommence une histoire, puisque y a des challenges nouveaux tous les jours. Alors, Loïc, tu nous as amené des petits cadeaux. Ce sont donc des échantillons de matière. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur ce qu'on a sous les yeux ? Alors, ce qu'on a sous les yeux, c'est de la banane. Wow. Ça paraît difficile à croire, mais on voulait vraiment créer une alternative au cuir. Et pour ça, mais pour nous, il fallait vraiment qu'on parte vraiment de déchets. Et on a cherché ce qui était possible de faire dans les différents univers et on s'est rendu compte que sur notre territoire, on avait énormément de fruits, notamment de la banane, qui étaient destinés à être détruites entre l'importation et la grande distribution pour plein de motifs différents. Et nous, c'est vraiment là qu'on se positionne. On apporte une solution à ces personnes qui ont des déchets pour les transformer en nouvelles matières. Et donc, on a développé un process qui nous est propre, on l'a dit tout à l'heure, qui est breveté sur le coup et qui nous permet d'aller dans quelque chose de très naturel. On est entre 90 et 95% de la composition, c'est du fruit. Et le reste, ce sont des additifs qui sont biosourcés à 100%. Et concernant la matière première, du coup, la banane, ce que tu me disais, vous fournissez finalement localement ?
Eh ben oui, en fait, on voulait faire un petit peu comme le fait 1083 avec ses jeans. On voulait vraiment essayer de créer une boucle intelligente et de le faire le plus proche possible de notre territoire. En étant implanté sur la métropole lilloise, eh ben, on a cherché à graviter et ça tombait bien avec la banane puisque le port de Dunkerque transite 80% des bananes qu'on mange en France par Dunkerque. Du coup, il y a des répercussions sur les différents donneurs d'ordre avant la grande distrib et on peut se sourcer très localement à moins de 20 km ou moins de 50 km de chez nous. Et est-ce que tu as, j'imagine, rencontré des freins au développement de la matière? Alors, est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur quelles sont les difficultés finalement auxquelles tu as dû faire face? Ah, elles ont été nombreuses, les difficultés. Les premières, ça a été de faire croire, ou en tout cas de montrer que c'était possible. Parce que quand on a une idée, il y a deux cas de figure. Soit on est vraiment tout de suite un génie, soit c'est un peu ridicule. Quand on n'est pas du métier, ou quand on n'est pas en tout cas de l'univers de recherche, ingénierie, etc., c'est vrai que on est plus vite catalogué dans la seconde partie, donc il a fallu prouver. Et tout ce que tu as sous les yeux, ce sont des choses que j'ai créées à la maison, avec des outils entre guillemets domestiques. Et c'est vrai que les premières fois qu'on a rencontré des labos en disant tiens, là on pense qu'on atteint un niveau de capacité technique qui est notre maximum, on a besoin de le faire évoluer parce qu'il faut peut-être améliorer la composition, peut-être améliorer un peu le process, etc. On nous a dit que c'était pas possible parce que on sortait un peu de la recherche conventionnelle. Et cette étape assez difficile, ça prend combien de temps? Alors nous, ça a pris entre les tout premiers essais et puis vraiment une phase un petit peu plus sympa où on peut commencer à avoir des matières qui se tiennent, etc. Il nous a fallu un petit 2 ans quand même. Oh. C'est quasiment 350 itérations. Alors, ce que je prends l'habitude de dire, c'est qu'on n'a pas 349 échecs et une réussite. On a découvert 350 matières différentes avec chacune des propriétés. Et aujourd'hui, nous, on s'est focalisé sur les propriétés de ces matières ici, sur de la souplesse, de la résistance, parce que notre objectif, c'est de fournir des maroquiniers, des horlogers, du packaging, etc. Par contre, si on veut faire un revêtement mural ou un lampadaire, on ne va pas du tout utiliser les mêmes caractéristiques sur les produits. Et là, on va pouvoir les piocher dans notre base de matière qu'on a conçue, mais il faut se focaliser une matière à la fois pour ne pas s'éparpiller et avoir un impact commercial assez fort et pouvoir démarrer rapidement. Et par rapport justement à ce que tu disais, donc tu es passé de commercial, généraliste, on va dire, à cofondateur d'une matière à base de banane. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit non, là je ne vais pas y arriver Est-ce qu'il y a eu des moments un peu plus difficiles que d'autres? Il y a toujours des moments de doute, forcément. On reste des humains et voilà. Maintenant, ce qu'il faut, c'est se dire que on a créé, avec mon épouse, on a créé Vexskin parce que c'était porté par nos valeurs. Et en fait, c'est ça qui nous a permis aussi, dans les moments, on en a évoqué un, mais il y en a eu d'autres, tout ce qui est source de financement, etc. C'est un deuxième volet, et là, pas des moindres. C'est dans ces moments de doute où, en fait, si t'es pas par tes valeurs et que tu le fais juste par appât du gain, comme on est dans des temps longs, forcément, tu lâches un peu l'affaire et tu passes à autre chose. Nous, on est vraiment convaincus de ça. On y met toute notre énergie, on y met aussi toutes nos ressources personnelles parce qu'on est convaincus des choses et qu'on a des retours de certains clients, de certains prospects qui sont sympas et qui nous font dire tiens, le curseur, il faut encore aller plus loin. On est déjà les seuls au monde à avoir cette proportion de matière entre guillemets vivante et d'utilisation de déchets. Mais il faut aller encore plus loin, il faut apporter de la traçabilité, il faut apporter une durabilité, il faut apporter plein de choses que nous demandent nos clients. Et si tu butes et que tu t'arrêtes à certains trucs et que tu ne fais pas par conviction, c'est foutu. Ah, carrément. Et justement, tu parlais de clients. Alors, est-ce que tu aurais un client idéal? Parce que peut-être que ce client idéal se trouve derrière la caméra. Donc, sait-on jamais? Non, on n'a pas de client idéal. Chaque client est unique. Donc, on s'adapte à chacun de nos clients. Aujourd'hui, on est beaucoup sur de la maroquinerie, de l'horlogerie, du packaging. Ça, c'est vraiment ce pourquoi les matières ont été développées. Maintenant,
On a quelques designers et là, ils nous surprennent toujours parce qu'en fait, ils ont cette capacité à projeter la matière différemment de ce pour quoi on l'a conçue. Et là, ça, c'est génial et on adore travailler avec ce genre de personnes. Dire, tiens, est-ce que là, il ne te faut pas plus de ci, plus de ça? Est-ce qu'on te réduit le taux pour que tu puisses avoir un peu plus de transparence parce que tu veux jouer avec les éléments? Ça, c'est des choses qui sont très sympas. Après, on a aussi d'autres segments clients qu'on va commencer à aller chercher et qu'on va développer, surtout sur le design intérieur. Nous, on va rester toujours un petit peu estampillé luxe parce que on crée une matière qui remplace le cuir et les matériaux souples plastiques. C'est vrai qu'on commence aussi à aller là-dedans parce que comme on n'a pas de pétrochimie ou très peu en fonction, si tu veux, pour la durabilité, on met un petit vernis, une petite couche de pelliculage final sur certains de nos produits. Et pour avoir la durabilité, on est obligé de passer sur des produits chimiques à date parce que les autres qui sont 100% végétaux ne tiennent pas. Donc on fait ce choix de durabilité versus ce choix de 100% super clean. Mais quand on fait les pourcentages et les ratios, c'est vraiment infime. Donc on se dit, tiens, c'est quand même déjà très bien d'en arriver à là. Et ça nous laisse justement une marge de manœuvre pour progresser. Voilà. Donc comme on est orienté luxe, si tu veux, avec nos clients, on se dit pourquoi pas sur des revêtements muraux, sur du mobilier, etc. Et puis on verra le marché automobile ou d'autres ameublements, etc. dans un second temps parce que là il faut d'autres capacités de production qu'on n'a pas du tout aujourd'hui. Ok, et pour revenir sur cette matière, justement, il y a différents effets un peu visuels voilà, j'ai des effets visuels que je vois là. Il y a aussi différentes couleurs, donc en fait, ça, tu peux vraiment faire sur mesure par rapport à tes clients? Alors, oui et non. Alors, nous, on a pris le parti de dire qu'on voulait que des choses naturelles et végétales. Du coup, on a des coloris qui sont dans les tons bruns, camel, comme ce que tu as sous les yeux, et du noir. Ça, c'est très facile à faire en 100% végétal. Si on va sur d'autres coloris, là, ça devient compliqué. En restant 100% végétal. Pour autant, si on sort un petit peu du cahier des charges 100% végétal et qu'on suit ce que veut le client, on sait rajouter des pigments, pas forcément pleine masse, mais en tout cas un petit peu comme une peinture. Si on prend un peu comme un carrossier quand il va peindre la voiture, il peut la peindre de toutes les couleurs qu'il veut. C'est un petit peu le cas ici. Donc on met des pigments par-dessus en projection et on vient le couvrir avec un vernis invisible. Ok. Et aujourd'hui, dans votre business, vous en êtes où? Eh bien, on en est au tout démarrage, parce qu'on a eu une grosse phase de R&D derrière nous. Aujourd'hui, il a fallu attendre toute la partie brevet pour pouvoir utiliser et mettre à disposition de nos clients ou de nos prospects certaines matières. Et maintenant, on est même à l'international, donc on commence à échantillonner aussi en Europe et bientôt de l'autre côté de l'Atlantique. Donc voilà, une étape après l'autre. Et aujourd'hui, on est un peu bloqué par la taille des outils de production qu'on a, qui nous permettent de faire que des petites plaques. Et forcément, donc on reste sur un format à date échantillon pour nos clients. Donc là, on est dans une phase où on essaie de financer des outils de production qui soient plus gros, qui nous permettent de faire plus de matière dans une journée, mais aussi des plaques plus grandes pour pouvoir aller chercher des clients un peu plus intéressants. D'accord. Donc là, quand tu dis que vous êtes dans une phase de financement, est-ce que Exactement. vous êtes dans une phase justement où c'est une sorte de levée de fonds? C'est complètement une levée de fonds. Okay. On ouvre notre capital. Donc, si derrière la caméra ou derrière l'ordinateur, la télé, il y a des investisseurs, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera ravis de vous présenter le projet dans sa globalité et les besoins qui en découlent. Super, donc ça c'est super intéressant. En tout cas, je pense que, en effet, si voilà, vous qui nous écoutez ou qui nous regardez êtes intéressés par le développement de cette matière, n'hésitez pas à contacter Loïc. En tout cas, on vous mettra tous les éléments le concernant en barre d'infos si besoin. Maintenant, Loïc, j'ai une autre question à te poser par rapport à ta matière et à ton entreprise. Alors, c'est voilà, une grande question, mais où aimerais-tu te voir dans 3 ans ?
Alors, dans 3 ans, nous, clairement, on espère être à un stade quasi semi-industriel ou industriel. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir apporter une réponse de masse à un marché qui en a besoin. Et pour ça, il faut qu'on puisse traiter des tonnages assez conséquents de déchets à l'année. On a une projection d'environ 2 à 3 000 tonnes par an pour couvrir entre 200 et 300 000 mètres carrés de matière. Ce qui nous permettra d'aller sur des segments, comme on l'évoquait tout à l'heure, de l'automobile ou de l'ameublement, qui ont des besoins en termes de volumétrie beaucoup plus importantes. Ok. Mais deuxième facette, nous, notre objectif, c'est aussi de créer au plus près des zones de déchets. Et on est de plus en plus sollicité par des pays producteurs en Afrique, en Amérique du Sud, là où il y a des déchets en champ qui ne sont pas exportés et qui n'arrivent pas chez nous, du coup. Et on est en train de réfléchir justement à des solutions locales pour développer les revenus de ces agriculteurs en mettant en place des micro-unités de production directement sur site avec le process et les matières que nous savons fabriquer. Ok, super. Bon, il y a encore du travail, du coup. Oui. Et j'ai une autre question aussi, là, par rapport à cette matière. Et c'est vrai que sur ma chaîne et dans mon métier, j'ai déjà beaucoup parlé ou découvert ce genre de matière, ce genre d'alternative aussi au cuir. Il y en a beaucoup qui existent dans le monde aujourd'hui, enfin de plus en plus en tout cas. Oui. Est-ce que toi, tu aurais avec cette matière déjà un avantage finalement concurrentiel que les autres n'ont pas? Alors j'ai bien compris que l'aspect local était très important, l'aspect économie circulaire et développer finalement le maillage français était important et aussi vraiment le cœur du projet. Et est-ce que tu vois d'autres avantages aussi? Oui, on est capable d'apporter une traçabilité complète de nos matières depuis, pas forcément la parcelle de plantation, mais en tout cas la zone de production du fruit jusqu'à la sortie de nos ateliers, en passant par les différentes étapes d'importation, de caractérisation de déchets et d'intégrer aussi tous nos additifs et de les tracer le plus loin qu'on peut. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément. Super, ouais, ça c'est vraiment un avantage en plus avec toutes les réglementations qui arrivent. On essaie d'être dans l'anticipation de toutes ces normes-là, puisque les grandes marques vont devoir y faire face, elles vont devoir être transparentes avec leurs clients et ça commence déjà, les géants du luxe sont déjà dans cette démarche depuis un bout de temps et si on regarde bien aujourd'hui, leur volonté de ne pas aller sur des alternatives au cuir, c'est pas parce qu'elles n'estiment pas qu'il n'y a pas de marché, en général c'est parce qu'elles rencontrent des problématiques éthiques liées à certaines compositions qui font qu'à un moment donné, soit il ne va pas y avoir la durabilité, soit il y aura un produit qui ne rentre pas dans leur cahier des charges. Il y a toujours un petit quelque chose et elles travaillent d'arrache-pied, clairement, pour trouver des solutions. Et nous, de notre côté, on essaie d'entendre ce dont elles ont besoin pour leur apporter quelque chose. Et malgré tout, c'est pas simple. Et il y a encore beaucoup de boulot pour réussir à les accompagner, en tout cas sur de la grande échelle, parce que ces clients-là n'ont pas besoin, comme va avoir besoin un maroquinier, de faire 20 ou 30 pièces d'une traite. Ça va être plusieurs milliers, même si on reste sur des petites séries. Il y a tout de suite un besoin qui est conséquent et pour lequel il faut qu'il y ait une homogénéité complète et parfaite, qu'entre le numéro 1 et le numéro 10 000, on ait exactement la même teinte, exactement le même rendu, exactement la même souplesse, exactement la même résistance à l'abrasion. Voilà, c'est toute cette complexité-là qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas simple d'arriver et de se développer, en tout cas avec ces grands-là. Donc, comme il y a en plus ce côté traçabilité, on essaie d'être, nous, full transparent pour que derrière puisse le répercuter et ça viendra aussi sur les petites marques qui, pour le coup, elles vont le subir un peu plus avec la loi, plus que par la volonté. Enfin, bien qu'il y ait des petites entités qui le fassent avec grand plaisir en toute transparence. Ok, en tout cas, je vois vraiment qu'il y a toute une réflexion autour du business model sur la traçabilité, travailler vraiment dans une boucle virtueuse. En fait, on a mis l'éco-conception au cœur de tout.
en fait, dès le départ. Et c'est pour ça qu'on a pensé out of the box, si tu veux. C'est que on n'a pas regardé on a regardé ce qui existait, forcément, mais pour pas repartir dans les mêmes choix, si tu veux, de recherche ou dans les mêmes axes de développement. On a vraiment cherché à travailler différemment pour apporter quelque chose de différent, avec forcément des points positifs et des points négatifs aussi, hein, bien entendu, mais l'objectif, c'était vraiment de placer l'éco-conception au cœur de tout et de se dire, on veut utiliser un déchet, certes, mais il faut qu'il soit quand même, ce qu'on produit doit être le plus durable possible, et puis il faut qu'on puisse aussi le gérer en fin de vie. Comment on le transforme après? Nos premiers essais, alors on va essayer de labelliser ça compostable. C'est vraiment une volonté. Donc là, nous, on a fait nos premiers essais labo, ça fonctionne. Maintenant, il faut aussi le labelliser. Donc ça, c'est une deuxième étape un peu différente. Et puis, le mieux serait de pouvoir aussi le re-rentrer dans une boucle pour le retransformer et que ça redevienne de la matière à nouveau. Ça, c'est la prochaine étape, et te dire que même s'il y a des déchets, ces déchets peuvent peut-être servir à autre chose, et si on peut déjà transformer l'existant plutôt que de le jeter, même si ça reste du compost, il y a toujours mieux à faire. Donc on essaie effectivement de s'inspirer, et je ne sais pas si tu connais Gunther Pauli et la Blue Economy, c'est quelque chose de très inspirant pour moi, et en tout cas c'est de ça qu'on s'est inspiré pour créer notre projet. Super, en tout cas, on voit qu'il y a vraiment une roadmap qui est dessinée, qui est dans ta tête, qui est hyper claire. Et je suis impressionnée par le niveau en fait, d'aboutissement quand même du projet, même si tu dis que tu es qu'au démarrage. Moi, j'ai une question. Je parle aux étudiants aussi qui nous écoutent, aux personnes en reconversion. Tu étais commercial et aujourd'hui, tu en es là. Comment tu as réussi, en fait? Est-ce que tu as une astuce à nous donner pour finalement y arriver, en fait, et essayer de se développer et de créer, en fait, cette matière, alors qu'au départ, c'était pas du tout... Ouais, alors, ça va être très bateau, mais en fait, c'est tellement vrai, il faut y croire. Déjà, il faut y croire, faut le faire avec les tripes. Ça, c'est le vrai premier conseil. Ensuite, il faut s'entourer. Tout seul, tu n'y arrives pas. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'en parler. Alors, s'il y a vraiment de l'innovation très costaud, etc., forcément, il faut tempérer les gens avec qui t'en parlent, etc. Mais il y a quand même beaucoup de structures. En plus, on a la chance d'être dans les Hauts-de-France où on a beaucoup d'accompagnement. Il y a des incubateurs, des accélérateurs qui existent. Je ne vais pas dire à tous les coins de rue, mais il y en a énormément. Il ne faut pas hésiter à solliciter ces personnes-là parce que ça permet de structurer l'idée, ça te permet de te développer et puis de te constituer un début de réseau. Parce que le réseau, fatalement, c'est lui le plus important aussi à un moment donné dans le développement de ton business. Et si tu ne l'as pas, c'est compliqué. Donc, il ne faut surtout pas rester tout seul dans ton coin. Et il ne faut pas avoir peur de challenger ton idée et de la montrer à d'autres parce que nos premiers essais étaient un peu catastrophiques, quoi. Et puis, on était super contents. Nous, on était contents. On s'est dit, tiens, cool, c'est rigide, ça tient, c'est dur. On a présenté ça à des spécialistes du cuir. On dit, mais ça n'a rien à voir avec ce que... Enfin, voilà. Et c'était je suis passé du grenier à la cave, littéralement. Oui. Mais ce conseil-là, tu vois, cette personne, au début, je me suis dit, putain, ça m'a chamboulé, ça m'a travaillé. Et puis, j'ai eu la chance de rediscuter avec cette personne il y a 1 ou 2 mois. Et je lui ai dit, merci. Merci, parce qu'en fait, sans ta vision et sans ça, on ne serait pas on se serait pas motivé à essayer de faire mieux. Et en fait, ça aurait été un échec commercial parce qu'on n'aurait pas trouvé notre marché, parce que ça ne correspondait pas du tout à ce que les gens attendaient. Quand on parle de cuir, on se dit c'est le truc indestructible, c'est la godasse, c'est la ceinture. Sauf que du cuir, c'est jamais ça quasiment. Les 3/4 du temps, le cuir, c'est un matériau très souple qu'on va travailler, même pour de la maroquinerie, pour un sac, il y a plein de renforts, il y a plein de choses. Et du coup, il fallait de la souplesse. Et ça, on ne l'avait pas compris au début. Donc, tu vois, il ne faut pas hésiter à aller voir des spécialistes du domaine dans lequel tu vas et te dire, tiens, voilà, moi, j'ai pensé à ça, j'ai telle vision, tel axe, et qu'est-ce que tu me donnerais comme tips pour l'améliorer
Et puis ça peut devenir des mentors, ça peut devenir des associés. Donc il y a des choses super intéressantes à discuter de son projet et de sa vision parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Et puis ça fait du bien d'être entouré, surtout dans les moments de doute, de se dire tiens, je prends mon téléphone et puis on échange avec des pairs, et puis c'est bien. Mais c'est super intéressant parce qu'en général, on entend aussi souvent des gens qui disent j'ai une idée mais je ne veux pas t'en parler, c'est confidentiel, etc. Et en fait, c'est vrai qu'on voit là l'impact finalement et l'opportunité incroyable de parler de ton projet, même si tu aurais pu te dire en fait, ma formule, c'est secret, etc. Je reste dans mon coin. Alors, je tempère et on a eu, tu vois, cette vision-là clairement de se dire à un moment donné, on en parlait, mais sans trop en dire. Parce qu'il faut quand même faire attention, tu es sur un projet innovant, etc. Nous, on s'était dit au tout début, on va garder la recette secrète. Un petit peu comme certaines grandes marques de soda. Alors, c'est très bien. Parce qu'il n'y a que toi qui connais ta sauce magique et il n'y a que toi qui connais le truc. Donc, fatalement, personne ne peut te copier. Oui, sauf que s'il y a quelqu'un qui décide de déposer un brevet, il peut t'interdire de faire ce que toi, tu as prévu de faire. Et c'est toi qui deviens la contrefaçon, puisque c'est pas toi qui as déposé le brevet. Donc finalement, on a pris le pli de dire, tiens, si, on dévoile quand même, parce que quand on fait un brevet, du coup, ça tombe dans le domaine public et tout le monde sait comment on fait. Il y a un petit peu, t'as toujours un peu d'avance, etc. Et c'est pas écrit... tout de suite, c'est pas publié tout de suite, mais l'important c'est bien de protéger son idée. Et on peut en parler très librement avec certaines personnes sans donner toutes les astuces, mais en faisant signer un accord de confidentialité ou ces choses-là. Mais il faut pas rester dans son coin. Enfin, se dire j'ai la bonne idée et en fait jamais je la confronte au marché ou potentiellement à mes futurs clients. C'est une bêtise, serait une bêtise absolue. Je sais qu'auprès de l'INPI, tu peux aussi déposer ce qu'on appelle les enveloppes solo ou e-solo. Oui. Je ne sais pas si tu as pu recourir à ça, par exemple. On a eu recours à ça au début pour se protéger quand on avait cette stratégie de ne pas divulguer vraiment notre savoir-faire. En revanche, cette enveloppe solo, c'est quand même un petit peu particulier. Ça veut dire que tu mets dans une enveloppe avec un cachet qui dit à telle date, moi je faisais comme ça. Le jour où on t'attaque, tu peux dire « moi j'ai mon enveloppe solo. Ok, cool. » Sauf que le jour où on l'ouvre, c'est fini. C'est plus couvert. Tu sais juste prouver ton antériorité. En revanche, tu peux pas après dire « les mecs, vous avez rien vu. Hein, ce qu'il y avait dans l'enveloppe, ça redevient secret. » Non, une fois que ça a été ouvert, ça rentre dans le domaine public et c'est ouvert pendant un jugement. Donc, il faut toujours tempérer et se dire, en fait, c'est bien de se protéger et de dire, je fixe l'antériorité en cas de souci avec X ou Y, je sais prouver que je le faisais avant eux. Ça, c'est bien. En revanche, ça ne doit pas être une stratégie. Et ça, il y a des gens très spécialisés sur la propriété intellectuelle et industrielle qui donnent des conseils. Et on est passé par ces gens-là. Et c'est génial, il y a des cabinets sur la métropole ou proche métropole qui ont ce savoir-faire. Il ne faut pas hésiter à les consulter, à consulter l'INPI aussi, ou même la BPI, parce que la BPI peut aussi, comme ils financent l'innovation, ils peuvent aussi orienter sur pas mal d'items. Donc voilà, on revient encore à cette notion de s'entourer, de ne pas faire tout seul dans son coin, et ça permet d'avancer plus vite. Ouais, c'est ce que j'allais dire, l'importance vraiment du réseau et d'être bien entouré, comme tu le dis très bien. Est-ce que justement, il y a eu dans ton parcours à un moment des compétences qui t'ont manqué, par lesquelles tu aurais justement pris des cours ou des formations ou des choses comme ça pour monter en compétences ? Oui, alors clairement, on disait en introduction, qu'est-ce que t'aimes pas, la compta, voilà. Donc cette partie-là, sur la partie un peu plus gestion, oui, il faut s'entourer et j'ai appris à lire un bilan, j'ai appris ces choses-là qui étaient des choses qui ne sont pas forcément les plus passionnantes, en tout cas à mes yeux, mais qui sont importantes parce que sans ça, tu n'as pas de projection, tu ne sais pas te constituer un budget, tu ne sais pas te projeter sur demain et te dire de quoi j'ai besoin pour faire fonctionner mon entreprise, etc., etc. Donc, il y a des compétences que tu es obligé d'acquérir.
Voilà, c'était surtout, en tout cas pour ma part, c'était surtout ces choses-là. Et puis après, tu apprends énormément de choses sur le marketing digital, sur pas mal d'items, parce que quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas une casquette, tu en as 500. Et du coup, il y a des facettes que tu adores faire parce que c'est naturel, instinctif. En revanche, il y en a d'autres sur lesquelles tu es obligé de te forcer un petit peu et de le faire pour aller chercher les autres items, et ça te fait vraiment avancer. Ok, super. Alors, on arrive en fin d'interview. Donc, Loïc, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu voudrais nous partager en plus? Quelque chose que tu aurais envie de nous dire? En plus de tout ce qu'on a dit, pas particulièrement. Là, aujourd'hui, c'est vrai que là, je reprends un petit peu les besoins qu'on a chez Vexskin, c'est vraiment de s'entourer notamment de financiers. Donc, c'est vraiment de ça dont on a besoin. En revanche, le message que j'aimerais faire passer, c'est oser. Il faut oser, il faut penser différemment et pas se dire que c'est impossible. Techniquement, il y a des trucs qui se font pas, mais en tout cas, si on n'essaie pas et si on prend pas un prisme différent de tout ce qui a toujours été pris, on n'y arrivera pas. Par contre, si on essaie un peu différemment, et dans le textile et dans l'univers de la mode, il y a tellement de choses à faire, on peut imaginer tellement de trucs, mais il faut réussir à penser différemment. Et c'est pour ça qu'en général, les designers y arrivent mieux, parce qu'ils ont cette façon de penser qui est complètement détachée des habitudes, et ils aiment bien décortiquer, assembler, désassembler, et c'est comme ça qu'on fait de l'innovation. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu. Voilà, oser faire. Et si vous avez un petit truc dans votre tête qui vous dit « faut que j'y aille », foncez. Foncez, parce que ça serait dommage de dire 10 ans après « si j'avais su ». Si j'avais su. Ah, super, merci beaucoup en tout cas pour ce parcours très inspirant. Donc, vous l'aurez compris, Loïc de chez Vexskin est en pleine levée de fonds, donc si vous avez envie, n'hésitez pas à le contacter. J'espère que vous aurez aimé cette interview, donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, donc sur YouTube, mais également sur la page LinkedIn. Si vous avez des questions ou même envie d'être à la place de Loïc, n'hésitez pas à nous contacter directement en message privé, on se fera un plaisir d'y répondre, et je vous dis à bientôt.